Dans la série de la présentation des programmes des deux grands partis politiques, nous avions demandé à M. Sarkozy, qui à l'époque était président des Républicains, de venir. Il avait accepté avec grand plaisir. Et puis vers la fin de juillet, il nous a annoncé qu'il ne pourrait pas. Et donc il a demandé à M. Woerth de le remplacer. Et nous le remercions évidemment avec grand plaisir. Donc, Monsieur Woerth, vous êtes actuellement maire de Chantilly et député de la 4e circonscription de l'Oise. Vous êtes le numéro 2 du Parti Les Républicains. Et surtout, pour ce qui nous concerne, vous avez été ministre du Budget, donc inutile de dire quelle était votre fonction. Et surtout, ministre du Travail, dans lequel vous avez eu à voir le problème de la formation tout au long de la vie, qui est aussi un de nos sujets. Donc, je vais être extrêmement bref pour vous laisser tout le temps possible, puisque vous n'avez qu'une demi-heure à nous consacrer. On vous remercie parce qu'on a vu à quel point votre journée d'hier déjà était compliquée. Donc, on imagine ce que ça peut être un jour de rentrée scolaire. On voudrait vous demander quel est le programme de votre parti pour l'enseignement supérieur et la recherche, et puis dans le désordre, quelle analyse vous faites de la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche en France et face à la compétition internationale? Quelle réforme de structure envisagez-vous? Que pensez-vous de l'autonomie des universités? Et d'après vous, et puis surtout avec votre spécialité antérieure, quels moyens pour faire face à l'augmentation régulière des effectifs à l'université, puisque nous avons une augmentation d'environ 40 000 étudiants par an depuis 3 à 4 ans? Voilà les questions que se posent les présidents d'université, mais je vous laisse immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous d'être présents. Donc, je suis secrétaire général des Républicains, donc je viens parler du programme du parti. Alors, c'est compliqué en ce moment, puisqu'il y a aussi des programmes des candidats aux élections primaires du parti. Mais enfin, je vais essayer de dire ce qui a été écrit par les Républicains sur le sujet, sachant que la réflexion n'est pas aboutie, n'est pas définitive. Les élections, c'est dans quand même quelques mois. Il y aura beaucoup de débats, beaucoup d'écoutes. Donc moi, je suis aussi là pour enregistrer vos propres propositions ou vos remarques. Et donc, je vais parler assez brièvement, mais je vais essayer de faire sortir les points saillants. Alors, sur l'enseignement supérieur, d'abord, on doit considérer, mais j'imagine que vous considérez la même chose, c'est que l'enseignement supérieur, c'est évidemment un espace de liberté. C'est extrêmement important, d'où la nécessité d'aller plus loin dans l'autonomie des universités. Alors, ça a pris plusieurs étapes, plusieurs temps, des temps d'ailleurs de nature extrêmement différents, mais ce qu'on souhaiterait dans notre formation politique, et je pense que ce sera évidemment ce que défendra le candidat issu de la primaire, donc le candidat à l'élection présidentielle, c'est une autonomie renforcée. Je vais essayer de dire en quoi ça peut consister, sachant que je ne peux pas couvrir tous les sujets consacrés à cette autonomie. Deuxième point, il faut aussi que l'université française, et là aussi, vos contacts internationaux sont par nature, enfin, je rentre par nature dans la construction d'une université, ces contacts internationaux, enfin, ces relations internationales, ce réseau international, il doit se développer. Force est quand même de constater que les étudiants étrangers ne sont pas nécessairement les meilleurs. Quand j'étais en Inde récemment, j'ai rencontré nombre de responsables, je suis allé voir l'université de Bombay, etc., etc. J'ai vu des grandes écoles indiennes. On s'aperçoit quand même que la venue dans l'autre sens d'étudiants indiens en France, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs. Ils se précipitent plutôt vers d'autres pays. C'est vrai pour les étudiants américains, c'est vrai pour les étudiants anglais intra-européens, c'est vrai aussi pour les étudiants chinois. Dans ce paysage global, il y a évidemment de très grandes réussites, mais on doit aller ensemble plus loin, pas pleurer sur le lait renversé, mais aller plus loin dans l'attractivité de notre système d'enseignement supérieur. Et puis le troisième point, c'est quand même que beaucoup de jeunes Français, alors pour des raisons différentes, et notamment pour des raisons de climat dans notre pays certainement, de climat social, politique, et pas de climat le temps qui fait, beaucoup de jeunes Français envisagent leur avenir post-bac à l'étranger. Alors c'est une bonne chose. On a tous fait des études, on a tous eu envie de partir à l'étranger, peut-être qu'à notre époque, si on peut considérer qu'on n'est pas plus tout à fait proche de nos 20 ans. À cette époque, c'était quelque chose
normal, mais c'était pas non plus, c'était souvent un peu exceptionnel. C'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez développé nombre de passages dans des universités qui sont souvent vos partenaires, mais on voit bien que les Français ont tendance aujourd'hui à essayer d'envisager souvent, les jeunes Français, un certain nombre de jeunes Français, leur avenir en dehors du pays. Alors ça peut être pour de très très bonnes raisons, et ça doit être pour de bonnes raisons, ça peut être aussi pour d'assez mauvaises raisons. Donc il faut essayer de construire une attractivité de l'offre France. Alors cette autonomie, ou cette nouvelle autonomie, ou ce renforcement de l'autonomie, ça doit passer, semble-t-il, par un certain nombre de sujets. Le premier de ces sujets, c'est le sujet de l'orientation. Le deuxième sujet, c'est celui du financement. Je ne serai sûrement pas exhaustif et vous avez sûrement beaucoup à dire là-dessus, mais j'aborderai notamment la question des droits d'inscription. C'est le sujet du lien avec l'entreprise. Vous avez développé aussi beaucoup de liens, et tout ça c'est souvent des sujets rebattus. Il faut certainement aller un peu plus loin, et puis parler aussi du sujet de la gouvernance, de la tutelle, et au fond du niveau ou du type d'université ou de paysage universitaire qu'on pourrait avoir en France, puisqu'on aime bien les jardins à la française, comment on pourrait essayer d'organiser ce paysage universitaire pour correspondre aux besoins des jeunes Français. Cette loi, ou je ne sais pas si c'est une forme d'une loi, il y a des parties législatives et des parties qui n'en sont pas. D'abord sur ce qui concerne les conditions d'accès aux formations que vous délivrez. On n'a pas peur du mot tabou qui est celui de sélection. On n'a pas peur de celui-là, il peut être à contenu extrêmement négatif, et donc c'est au fond exclure du système d'enseignement supérieur un certain nombre de jeunes Français, ça, personne ne le veut, et personne ne peut le vouloir, et en même temps, on ne peut pas laisser un certain nombre de jeunes Français aller dans des impasses. J'imagine que là-dessus aussi, sur ce diagnostic, tout le monde doit être d'accord. Et on s'aperçoit quand même que 60 ou même un peu plus de jeunes Français inscrits en première année de licence ne passent pas en seconde année. Donc ils ont perdu une année. Alors vous me direz, ils vont ailleurs probablement, mais enfin, pourquoi perdre une année ? Donc il y a une question d'orientation. Et on est sur ce sujet de la sélection extrêmement terrorisé. D'ailleurs, le mot en lui-même est un mot quasiment tabou. C'est pour ça que je l'emploie, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'employer. C'est pour permettre d'éviter des impasses à nos jeunes. Et donc ça veut dire que nous, on souhaite que vous puissiez, au fond, conditionner l'inscription dans un certain nombre de filières à des validations de prérequis, enfin en tout cas que vous puissiez arrêter un certain nombre de critères qui vous permettent de sélectionner à l'entrée d'une filière tel ou tel type d'étudiants sur dossier, par examen, etc., etc. Il y a 36 000 sujets qui peuvent être abordés de cette façon-là. Au fond, il y a une sélection insidieuse aujourd'hui qui souvent ne porte pas son nom. Il ne faut pas dire le contraire. Il y a une sélection insidieuse. Donc on voudrait que les choses soient plus transparentes, plus claires, qu'un certain nombre de filières ne soient pas surdimensionnées par le nombre d'inscrits et que d'autres puissent faire l'objet de sélections plus fortes. Et au fond, ce sera votre liberté. Ce sera à l'université plus libre, plus autonome de fixer des critères d'entrée, sachant qu'à l'État de vérifier qu'aucun jeune Français ayant obtenu le baccalauréat n'est à la porte ou ne soit exclu du système d'enseignement supérieur. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur la nature peut-être des universités ou du type d'universités qui peuvent venir mailler le territoire français. Établir des critères de sélection, c'est aussi accepter d'une certaine façon une concurrence entre universités. Une concurrence loyale, une concurrence saine, pas une concurrence commerciale, mais établir une concurrence. Et la concurrence crée la transparence. Elle crée aussi les outils d'évaluation. On parlait d'outils d'évaluation tout à l'heure avec le président. On a besoin d'outils d'évaluation. Plus vous êtes autonome, plus on doit évaluer votre performance. Encore faut-il que ça serve à quelque chose. Donc ce n'est pas une évaluation académique, ça doit être une évaluation extrêmement pragmatique. Donc on doit là-dessus aussi ne pas avoir peur, aborder les sujets et faire en sorte qu'au fond il n'y ait pas aujourd'hui des oubliés de l'enseignement supérieur ou des gens qui sont dans des impasses, tout simplement parce qu'on n'a pas osé aborder le sujet de façon plus directe. Deuxième point,
Une autonomie des universités, c'est aussi finalement la possibilité pour vous de fixer librement vos droits d'inscription. Là aussi, c'est un tabou. Et je pense qu'il faut lever ce tabou. L'idée, il n'est pas de créer des universités américaines où les jeunes sont obligés de s'endetter avec des bulles d'endettement extrêmement importantes sur la manière, enfin en tout cas sur le montant financier qui leur est demandé pour s'inscrire dans des universités, mais on doit pouvoir vous laisser la liberté de fixer ces droits d'inscription. Et vous devez utiliser cette liberté. En général, quand on laisse la liberté, au fond, en France, on est tellement habitué à ne pas en avoir qu'on ne l'utilise pas. Donc c'est un problème culturel. Alors peut-être faut-il plafonner à la mode française, c'est une liberté plafonnée. On est assez habitué à ce type de choses. Peut-être faut-il ne pas le plafonner. En tout cas, ça doit rester évidemment raisonnable. Ça ne doit pas exclure, encore une fois, comme pour l'orientation, exclure un certain nombre d'étudiants. Mais il faut qu'il y ait une possibilité d'augmenter les droits d'inscription. Il y aura plus d'étudiants, vous avez besoin de ressources complémentaires. L'État, le budget de l'enseignement supérieur doit être un budget évidemment extrêmement sacralisé, mais enfin, il ne peut pas non plus subir une augmentation absolument forte dans les années qui viennent. Donc il faut bien trouver d'autres types de ressources, et les autres types de ressources sont en dehors des ressources propres de l'université, la gestion immobilière dont on a beaucoup parlé, ce genre de choses, qui doit être totalement libre. Vous devez pouvoir augmenter vos droits d'inscription, plafonner ou pas, le débat peut s'instaurer évidemment. C'est pas pour désengager l'État. C'est pas, puisque j'étais ministre du budget, donc évidemment la ficelle serait un peu grossière, mais enfin, c'est des ficelles qu'on emploie tout le temps. C'est pas évidemment pour dire vous aurez plus de ressources propres. Évidemment, l'État derrière pourra faire quelques économies. C'est en complément évidemment d'un budget arrêté et stabilisé dans l'enseignement supérieur. Troisième, alors tous les candidats ne sont pas d'accord là-dessus. Hein. Tous les candidats aux primaires ne sont pas d'accord là-dessus, donc il y aura un débat probablement en interne aussi. Moi je vous dis ce que le parti politique que je représente a dit lui-même là-dessus, dit ou en tout cas écrit. Troisième point, le lien université-entreprise. Alors d'abord, les entreprises doivent pouvoir financer un certain nombre de filières, évidemment de recherche, etc., etc. Ça doit être très, très, très libre, évidemment encadré par un certain nombre de règles déontologiques, mais ceci doit être libre. Mais peut-être là où on doit aller le plus loin, c'est que tous les jeunes Français aujourd'hui veulent créer leur entreprise. Quand je suis sorti de mes études, on voulait tous rentrer dans des grandes entreprises et dans des filières classiques, qui étaient des filières finalement de post-sélection après l'université. Aujourd'hui, c'est pas une mode, c'est au fond, je pense, inscrit dans l'économie d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes Français ont plein d'idées et ils veulent créer leurs entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises créées. Et les universités, et vous avez certainement créé dans vos propres universités des lieux comme ça, où les étudiants, ayant quasiment fini leurs études ou en cours d'études, peuvent se rencontrer, marier un certain nombre de disciplines, voilà, et commencer à créer les prémices d'une entreprise qui verra ou pas le jour. Donc des sortes d'incubateurs. Il faut aller plus loin dans ce domaine-là. Il faut vous permettre la possibilité de prendre des participations, évidemment, modeste, parce que c'est des petites entreprises, mais de prendre un risque financier aussi sur ces entreprises qui se créent sur vos propres campus, qui sont encadrées souvent par un certain nombre de professeurs parce qu'elles font appel à beaucoup de disciplines différentes, du scientifique au marketing, en passant dans le scientifique avec beaucoup de disciplines différentes. Donc on voit bien que ça peut être nourri, ce travail pluridisciplinaire doit aboutir à la création d'une entreprise si l'idée est bonne, et l'université, en dehors de prêter des locaux et de dégager du temps, et éventuellement avec des profs qui de temps en temps encadrent, tout ça est évidemment fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut le créer ou l'inventer, ça existe déjà, mais il faut lui donner encore plus de chance. Et donc dans chaque université, il doit y avoir des lieux d'incubation pour se relier avec le monde de l'entreprise. Je ne sais pas s'il faut réconcilier l'université et l'entreprise. Moi, c'est souvent ce qu'on dit. Moi, je crois que
il n'y a pas de guerre entre l'université et l'entreprise. Probablement, il y a une meilleure connaissance, selon les filières d'ailleurs et selon les universités, une connaissance des entreprises vis-à-vis des universités qui doit s'accélérer, et ça c'est très important. Quatrième point, c'est la gouvernance des universités. Qui dit autonomie dit évidemment une gouvernance plus large. On pense qu'il faut augmenter le nombre de personnes qualifiées ou extérieures, en tout cas à l'université, dans vos conseils d'administration, qu'évidemment avoir la possibilité de s'ouvrir aussi à des personnalités étrangères, la liberté de gestion des bâtiments, des crédits, il faut fonctionner par enveloppe et pas flécher les choses. Et puis, liberté de recrutement, je vais parler d'orientation, il faut que cette gouvernance, elle soit la plus large possible, que vous y sentiez le plus à l'aise possible. Et puis, il faut rompre définitivement avec l'idée d'une tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. On adore les tutelles en France, on aime la liberté encadrée. Donc il faut aller au plus loin, en ayant évidemment une vision cohérente du territoire national. Et le fait que chaque Français peut avoir accès à l'université. Et ça, c'est cette vision contractuelle dont vous parliez. Alors, tout ça est dans les tuyaux, mais il faut aller plus loin. Il y a une vision contractuelle, il faut remplacer la tutelle par le contrat. Les diplômes, ils sont nationaux, ils doivent être reconnus, évidemment, et donc ça passe par un contrat. Les sommes doivent être arrêtées sur la durée. Il n'est pas possible de varier les budgets selon les années budgétaires, donc de ne pas respecter, c'est classique aussi, malheureusement, dans l'État, de ne pas respecter ses propres engagements. Ça vous met dans des situations extrêmement difficiles. On va prendre des dotations d'une université pour les transférer à une autre. Il y a un jeu de bonneteau qui n'est plus acceptable. Donc on doit s'engager, comme d'ailleurs dans la fiscalité, pour parler d'un autre sujet, on a besoin de stabilité. Donc vous avez besoin de relations de confiance stables et loyales avec l'État, et ça passe par une contractualisation, évidemment, une contractualisation acceptée, reconnue et suivie des faits. Finalement, on peut se dire qu'il y aurait trois types d'établissements, un peu comme les hôpitaux. Il y aurait des établissements d'enseignement supérieur extrêmement proches du milieu du travail, en bac plus 3 par exemple, très connectés au marché du travail, des collèges d'enseignement supérieur extrêmement pragmatiques, délivrant un enseignement de grande qualité, ça va de soi. C'est pas une question de qualité, c'est juste d'essayer de faire les choses. Des universités peut-être de proximité, et puis des grandes universités. Tous les pays ont des grandes universités, nous aussi, donc de grandes universités où la recherche, le rayonnement international, le rayonnement mondial est un élément extrêmement important. C'est porteur d'image pour notre pays, c'est surtout porteur d'excellence. Donc un système d'excellence, mais avec des catégories, des natures d'institutions différentes. À côté, il faut évidemment laisser vivre le réseau des grandes écoles. On ne va pas détruire ce qui marche, bien évidemment. Donc oui, on ne va pas détruire ce qui marche. On a tendance un peu à faire ça souvent. Puis on se dit, quel est le plan B? T'as pas de plan B, t'es vraiment très bien. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Tout ça, ça nécessite de l'évaluation. Tout ça, ça nécessite de la transparence dans l'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut évaluer la performance. On trouvera les critères, ils doivent être largement débattus. Ceux qui évaluent doivent être indépendants et l'évaluation doit servir à quelque chose. Souvent, l'évaluation ne sert à rien. C'est comme les études d'impact dans les lois. Elles servent à rien. Ça n'a jamais orienté une loi quelconque. Donc, ce sont des exercices académiques qui sont juste faits pour respecter la loi. Il faut inverser les choses. L'évaluation, ça doit être un outil dans lequel à la fois le public étudiant puisse se repérer, à la fois les profs puissent se repérer, et puis l'État puisse se repérer aussi pour faire varier éventuellement les dotations en fonction des résultats, des erreurs, des échecs qui seraient inscrits. Voilà en quelques mots et assez brièvement quelques points qui peuvent ne pas laisser indifférents, mais que je souhaitais indiquer de la façon la plus franche possible. Merci, Monsieur le Ministre. Comme vous avez parlé de l'entrepreneuriat étudiant, je me permets de vous offrir ce petit livre qui s'appelle « L'université et entrepreneuriat étudiant ». Nous venons de distribuer à nos membres.
et qui montre à quel point nous sommes proches de ces préoccupations et qui montrera ce qui est fait et puis ce qui reste à faire. Je pense qu'on a peut-être le temps pour une ou deux questions. Bien sûr, oui. Khaled, traditionnellement, tu poses la première question, comme ça va chauffer un peu la salle. Non, je voudrais justement profiter pour rebondir sur une partie de vos derniers propos qu'on pourrait interpréter comme vous avez dit on ne va pas toucher ce qui marche, à contrario on va toucher ce qui ne marche pas, et dans l'assemblée dans laquelle vous êtes devant, ça choque un peu, quoi, je vous le dis. Donc oui. Voilà, si vous pouvez préciser votre pensée. C'est une mauvaise interprétation. Voilà. Si ça vous donne l'occasion de préciser votre pensée. En France, on est vite choqué. Non, je ne dis pas ça. Je dis les grandes écoles, c'est un réseau qu'on connaît bien depuis toujours, souvent extrêmement historique. Donc, puisque je n'avais pas évoqué le sujet, je dis voilà, on ne va pas changer. Certains pourraient dire qu'il ne faut plus de grandes écoles que des universités, on détruit les trucs. Non, je ne suis pas comme ça. Je pense simplement que le sujet étant l'université, je pense qu'il y a des marges de progrès. Voilà. Donc, ces marges de progrès, j'ai essayé de les indiquer, et en réalité ces marges de progrès c'est la liberté, mais on voit bien que tous les grands pays se posent des questions sur leur système d'enseignement supérieur, et la France elle se pose tout le temps des questions sur tous ces systèmes, donc il faut bien qu'on se pose des questions, et vous posez évidemment des questions. On aura de plus en plus d'étudiants, les qualifications vont être de plus en plus sélectionnantes non pas pour les étudiants, mais pour les pays eux-mêmes. La valeur ajoutée d'un pays, ce qu'il produira, de ce qu'il fera, ce ne sera pas sur des produits bas de gamme. Donc à la fois dans les services comme dans l'industrie, comme d'ailleurs dans l'administration, quels que soient les secteurs de travail, on aura besoin de gens de plus en plus formés et de plus en plus autonomes dans leur formation, c'est-à-dire capables évidemment de faire évoluer cette formation, et on voit bien qu'il y a nombre d'outils numériques aujourd'hui, vous êtes souvent à l'origine d'ailleurs d'un certain nombre d'outils qui sont importants. Donc il faut augmenter le niveau de qualification de tous les Français et de tous les jeunes Français. Donc il faut sans arrêt réfléchir à notre système d'enseignement supérieur. Mais il n'y a pas de jugement de valeur. Voilà. Non, mais c'était pour vous. D'ailleurs, moi, j'ai fait une grande école et une université. C'était pour les deux très bien. C'était pour vous permettre de préciser simplement, pour compléter mon propos et rebondir aussi sur ce que vous disiez sur la nécessaire liberté à laisser aux acteurs. Dans certains espaces géographiques, les acteurs justement souhaitent se rassembler dans des choses qui sont des nouveaux types d'établissements justement. Et dans lesquels on va retrouver des universités, des grandes écoles qui ont envie de travailler ensemble, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi la question de la liberté des acteurs est très importante. Donc il faut que les acteurs utilisent cette liberté. Bien sûr. Je me suis aperçu souvent qu'une liberté donnée n'est pas une liberté utilisée. Il faut l'utiliser à plein. Donc j'ai Lise et ensuite Georges, mais vous vous présentez et je vais accueillir le ministre. Oui, Lise Dumazy. Sophie. Lise Dumazy, présidente de l'Université Grenoble-Alpes. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup parlé d'universités et de grandes écoles, mais j'ai toujours entendu enseignement supérieur. Enseignement supérieur, j'ai jamais entendu recherche. Donc j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à la question de la recherche qui, comme vous le savez certainement, est menée dans notre pays en collaboration entre des organismes de recherche et des universités. Et donc, voilà, comment est-ce que vous envisagez cette question? Georges, Sophie, et puis vous faites une réponse groupée si vous pouvez. Donc Georges. Alors très brièvement, Monsieur le ministre, Georges Haddad, président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je l'ai présidé il y a 27 ans. Je reviens depuis 2 mois à la présidence de cette université. Vous avez rajeuni de 27 ans. Je ne sais pas, mais je trouve que l'université a évolué. J'étais à l'UNESCO pendant 14 ans en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, la question qui a été posée sur la recherche est fondamentale. Il en est une autre qui me paraît important au regard de l'expérience que j'ai eue. C'est le lien entre le lycée et la licence. Ce que nous appelons aujourd'hui le L croix L, pour pas utiliser une terminologie de mathématicien. Et je crois que le vrai défi de l'éducation en France, et en particulier de l'enseignement supérieur, c'est de repenser, de refonder ce lien entre le lycée et la licence. Et je voudrais savoir comment votre parti se positionnerait par rapport à ce défi qui me paraît fondamental. Et je ne sais pas si on peut garder le modèle actuel, si on veut entrer enfin dans la modernité du XXIe siècle et d'une éducation qui s'inscrit vraiment dans cette modernité.
Donc le L3L, le -3 + 3, comme le disent mes amis de l'Académie des sciences, c'est plutôt péjoratif, donc je préfère le L3L, me paraît être un des points très sensibles pour la vie. Sophie? Alors Sylvie Retailleau, présidente de l'Université Paris-Sud. Donc je voudrais rebondir, j'avais une question à deux parties, mais la première a été posée, c'est la recherche. Je réinsiste, effectivement, établissement supérieur d'enseignement et de recherche. Et par là même, je vais reformuler la deuxième partie. Vous avez présenté un paysage de 3 types d'universités, d'établissements, on va dire. La dernière étant les grandes universités de recherche. Et effectivement, je voudrais rebondir sur la partie grandes écoles recherche. Mon propos, et je pense qu'on est beaucoup dans cette salle, n'est pas du tout de casser, de faire disparaître. On est aujourd'hui, enfin, au XXIe siècle. Ceci dit, vous parlez de ces grandes universités, qu'on soit d'accord ou pas avec ce paysage, vous avez évoqué cette 3e catégorie, et de toute façon, quels que soient les établissements, il y a un problème d'attractivité. Vous avez dit aussi qu'aujourd'hui, on recevait beaucoup d'étudiants étrangers, mais qui pour vous ne sont pas les meilleurs qui viennent en France, au début de votre introduction et vos propos. Tout ça montre une problématique d'attractivité à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants-chercheurs que l'on doit recruter dans ces universités si on veut les faire briller à l'international, reconnaître, et ça aussi c'est un enjeu national. Ma question c'est, dans les universités, quelles qu'elles soient, et peut-être pour vous en particulier dans cette 3e catégorie, comment attirer ces meilleurs étudiants français qui partent pas à l'étranger ou internationaux, etc. Donc leur proposer des parcours dits, et je mets des guillemets sur ce mot fortement utilisé, d'excellence, si l'on ne fait pas quelque chose. Et est-ce que la liberté à laisser aux établissements pour faire quelque chose entre université et école suffit à le faire dans le contexte actuel et le paysage actuel? Est-ce qu'il ne faut pas forcer les choses pour donner effectivement un peu aussi aux universités, avec les écoles, dans un cadre cohérent d'enseignement supérieur et de recherche, classes préparatoires, etc., l'opportunité de développer des parcours d'excellence? On le fait déjà, mais du coup que ces étudiants, ces bons étudiants viennent par le biais des lycées avec un certain discours, par le discours des entreprises, par le discours des parents, c'est-à-dire c'est ça qui changera vraiment le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci. Je ne crois pas qu'il y ait eu une réponse unique, évidemment, à tout ça, et c'est des débats qu'on va poursuivre. Hein, l'attractivité, c'est un sujet, notamment l'attractivité internationale, c'est un sujet extrêmement concurrentiel. C'est l'image de la France d'abord, puis après l'image de l'enseignement supérieur, puis il y a plein d'autres sujets qui font qu'à un moment donné, un étudiant ou sa famille choisit tel ou tel pays. C'est aussi les classements internationaux. Il ne faut pas évidemment considérer que c'est totalement anecdotique. On est dans un monde d'images. On peut le regretter, on peut tout dire, mais enfin c'est comme ça. Et ces classements, évidemment, ils influent beaucoup. C'est aussi une question de moyens financiers. C'est-à-dire qu'il y a des universités à l'étranger qui ont des moyens infiniment supérieurs, parce que le système n'est pas le même du tout, des moyens infiniment supérieurs aux moyens que nous avons, qui permettent d'attirer d'ailleurs à ce moment-là des chercheurs, des enseignants-chercheurs, en les payant bien plus que ce qu'ils sont payés ou ce qu'ils pourraient être payés en France. Donc il faut, je pense, à la fois améliorer l'image de la France d'une manière générale, c'est-à-dire considérer qu'on est un pays plus compétitif, plus sûr, on a une base culturelle extrêmement forte, donc on ne part pas de rien, c'est le moins qu'on puisse dire. On a un système d'enseignement supérieur qui tient quand même très très bien la route, donc il faut l'améliorer. Et je pense que la liberté est un point essentiel, parce que la liberté veut dire que encore plus de relations internationales entre les universités, des partenariats, vous en avez tous liés un nombre souvent très très fort. Il faut monter en gamme, c'est comme pour les produits, il faut monter en gamme. Et je ne crois pas qu'il y a d'autres solutions. Il y a certainement des déverrouillages ici ou là administratifs, des déverrouillages financiers qui doivent être faits, mais encore faut-il que ce soit une ambition nationale. C'est-à-dire une ambition nationale, c'est de dire on est, je ne sais pas, en première division ou en Ligue 1 et on doit absolument y rester. On est peut-être en milieu de classement, il faut qu'on revienne devant le classement. Il y a des questions de moyens, il ne faut pas se cacher, il y a évidemment des questions de moyens. Sur le lien lycée, vous avez raison. Je pense qu'il faut que c'est quelque chose qu'on doit nous probablement compléter et approfondir. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir des séquences qui se
on a une vision séquentielle en France et on voit bien qu'on ne peut pas lâcher des jeunes comme ça. L'orientation, elle se prépare souvent bien avant. Au lycée, il y a une orientation qui se fait, qui se pré-programme. Il y a 2 types de lycées. Il y a les lycées professionnels et les lycées d'enseignement général. Les parcours d'ailleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Je n'y mets aucune différence de niveau. Et on peut évidemment... et donc il faut continuer à creuser ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en occupent et je pense que l'État devra prendre aussi position là-dessus. Si vous le permettez, nous on a un groupe en ce moment qui travaille sur la recherche. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de recherche, parce qu'on n'a pas totalement abouti, mais on va pouvoir creuser aussi cette absence de continuité en réalité entre le lycée et l'enseignement supérieur. Et donc sur la recherche, on a une recherche en France qui est assez publique. Dans d'autres pays, elle est plus privée. On a une recherche qui est assez publique. On a des liens très forts. Vous avez beaucoup de recherche au sein des universités. On n'imagine pas une université sans recherche. C'est évident. Alors, pas n'importe quelle université. C'est-à-dire qu'il faut les moyens, il faut concentrer des moyens, il faut accepter les sujets de recherche. Il faut évidemment évaluer les chercheurs. Ça, c'est un point essentiel. Tout le monde est évalué dans la vie. Juste cette évaluation, elle doit être fair-play, elle n'est pas à la tête du client. C'est pas un drame non plus. C'est pas voilà, il y a une évaluation à faire. Et cette évaluation, elle doit porter aussi sur la qualité et pas uniquement sur la quantité de production, par exemple le nombre d'articles produits. En tout cas, la recherche, elle doit être, la recherche française est encore une recherche d'excellence dans beaucoup de domaines. On est en tête de liste. Il faut totalement l'asseoir et la faire en lien avec l'université. C'est un point essentiel. On creuse les choses en ce moment sur le sujet. C'est pour ça que je ne l'ai pas détaillé. Écoutez, on avait promis de ne vous garder qu'une demi-heure, donc je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Donc vous allez, je pensais en novembre, avoir un processus de sélection. Nous aussi, on fait de l'orientation, sélection. Voilà. Et donc, si vous pouviez transmettre, une fois qu'il sera sélectionné, à votre champion, l'invitation qu'il a devant notre assemblée, et on sera ravis de l'entendre et de discuter et de voir à quel point votre programme, plus la personnalité que vous aurez choisie, se sera affiné et on échangera. Et moi, Monsieur le Président, je suis évidemment tout à fait favorable à poursuivre cette discussion. Si certains veulent rencontrer sur un certain nombre de sujets ou inviter dans une université pour toucher du doigt, c'est des bonnes périodes pour ça. Hein. Donc on ne doit pas arrêter tout d'un coup avec des idées totalement figées. Il faut juste que ce soit des idées justes et efficaces. Donc je définis un cadre, mais voilà, on est totalement libre pour poursuivre cette discussion, hein, surtout. Si vous le souhaitez, on peut même transmettre votre demande à nos présidents d'université et puis ceux qui souhaitent vous inviter, avec grand plaisir et tout à fait intéressant pour nous. Merci beaucoup, je vous raccompagne.